Parfait. On va commencer du coup. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire organisé par le cabinet Orwell Avocat qui a pour sujet aujourd'hui le contrôle et les sanctions du coup qui peuvent peser sur les prestataires de services sur actifs numériques. On va animer ce webinaire à deux avec Romain et moi-même. Romain, je te présente peut-être pour faire simple. Oui. Donc Romain est associé chez Orwell Avocat et il est en charge de la pratique contentieuse, donc litigation. Et moi, William O'Rourke, je m'occupe de tous les sujets régulatory et notamment du coup de l'accompagnement des PSAN pour obtenir l'enregistrement et demain les agréments. Il y a également Clara Zerbib qui est avocate au sein qui est avocate au sein du cabinet en régulatory et qui sera susceptible également d'intervenir à l'occasion. Voilà, on vous propose on vous a proposé ce sujet pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'évidemment, c'est un sujet important. On a beaucoup parlé des enregistrements, de comment devenir PSAN, et aujourd'hui, il y a plus de 70 PSAN qui sont enregistrés en France, et il y aura bientôt des PSAN qui vont obtenir l'agrément, c'est-à-dire l'étape d'après. Et en fait, ces PSAN aujourd'hui, maintenant qu'ils sont enregistrés, la suite logique, c'est ils peuvent et ils vont être contrôlés par le régulateur. Et c'est un sujet qui est d'autant plus d'actualité que les régulateurs, donc à la fois l'autorité des marchés financiers, mais également l'autorité bancaire qui s'appelle l'ACPR, et surtout l'ACPR ont déclaré que le contrôle des PSAN allait être une priorité pour l'année 2023. Et on constate qu'il y a des PSAN qui font actuellement l'objet de procédures de contrôle. Donc du coup, dans ce webinaire, on va vous parler évidemment de ces procédures de contrôle et de ce sur quoi elle va déboucher. Mais on ne va pas s'arrêter là parce que l'actualité est assez riche et nous a un peu rattrapé pendant la préparation du webinaire. Et vu qu'on a la chance d'avoir une équipe contentieuse chez Orwell qui fait du pénal et qui fait toute l'assistance aux personnes qui peuvent se faire attaquer d'une manière ou d'une autre, on va également parler des autres types de sanctions qui peuvent peser sur les PSAN. Je vous en dis pas plus, mais il y a évidemment d'autres procédures qui peuvent peser sur ce type d'acteur. Voilà. Du coup, je propose de commencer avec la première partie. Et avant tout ça, oui, en termes de durée, le webinaire va durer 1 heure, donc va s'arrêter à 13h30. Étant entendu qu'on va prendre vos questions si vous en avez. On les prendra peut-être au fil de l'eau, mais en tout cas, on réservera à la fin de cette heure, on réservera une période, on va dire, d'une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à attendre la fin du webinaire pour pouvoir les poser de toute façon en commentaire, parce que vous ne pouvez pas les poser en live. Voilà. Donc, du coup, on commence par la première partie qui concerne les contrôles PSAN par les autorités de réglementation. Aujourd'hui, ces contrôles, en réalité, on parle d'un type de contrôle. C'est que les PSAN, donc aujourd'hui, font l'objet d'un enregistrement. Donc, on parle des PSAN, évidemment, qui sont soumis à cette procédure. Donc, ceux qui font des activités considérées comme un risque, notamment en termes de blanchiment, donc, notamment ceux qui permettent de faire de l'échange de monnaie, d'actifs numériques contre de la monnaie en cours légal, ou par exemple ceux qui offrent des plateformes d'échange, comme il y en a certaines en France qui sont enregistrées. Et ces PSAN, en fait, la grosse réglementation qu'on leur demande de mettre en œuvre au stade de l'enregistrement, c'est tout ce qui est obligation de lutte contre le blanchiment. Donc, on connaît évidemment tous les obligations de KYC, d'identification des clients. Mais en réalité, ça, c'est vraiment l'iceberg. C'est la face émergée de l'iceberg, puisqu'en réalité, il y a tout un ensemble d'opérations, de contrôle, de surveillance des flux, de contrôle des listes de sanctions, etc., sur lesquelles on va revenir, qui sont du coup des obligations et sur lesquelles le régulateur va faire un contrôle. Le régulateur qui est en charge de ces contrôles aujourd'hui, c'est l'ACPR, donc c'est l'autorité bancaire, qui dispose donc d'une équipe et qui du coup, comme je vous l'ai dit, a annoncé lancer une vague de contrôle sur les PSAN. Donc tous les PSAN ne vont pas être contrôlés cette année, mais il y a déjà un certain nombre de PSAN qui font l'objet actuellement à l'heure où on se parle de contrôle, et il y en a du coup probablement d'autres qui feront l'objet de contrôle dès que les comptes, dans la foulée. Ces contrôles, évidemment, la première étape, c'est de se préparer. Et là-dessus, en fait, il y a des choses, il y a des choses, on va dire, relativement de bon sens. C'est que déjà, il faut être évidemment vigilant sur la manière dont vous mettez en place et dont vous implémentez au sein de votre projet
tout ce qui est politique LCBFT, mesures de lutte contre le blanchiment. Normalement, si vous avez obtenu un enregistrement, c'est quelque chose qui a été mis en place pendant l'enregistrement et qui est contrôlé par le régulateur. Mais ce qui est très important à comprendre, c'est qu'on parle évidemment d'un sujet qui est vivant. Et en fait, une fois qu'on est régulé, c'est tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, on doit améliorer sans cesse les procédures et vérifier que toutes les actions au sein de la société sont conformes avec ces procédures. Donc c'est vraiment un enjeu comme la comptabilité ou la fiscalité, ça touche en réalité tout le monde dans la société. Et c'est pas j'ai obtenu un permis et maintenant je peux faire ce que je veux avec ce permis, quoi. Pas du tout. La principale mesure d'anticipation, en réalité, il y en a de deux types. C'est en fait tout simplement le fait de vous autocontrôler, c'est ce qu'on appelle le contrôle interne. C'est quelque chose qui est très important et d'autant plus important que c'est quelque chose qui est très peu contrôlé au stade de l'enregistrement, parce que souvent on est sur des projets qui sont très jeunes et qui, du coup, il y a un aspect un peu déclaratif sur cet aspect au stade de l'enregistrement. Et ça, c'est très important d'avoir des procédures pour vérifier que, en fait, la manière dont vous implémentez les procédures LCBFT est conforme à la loi en permanence. Je prends un exemple. C'est important régulièrement de sortir des fiches clients, de contrôler des clients qui ont été onboardés dans la société et de vérifier que toutes les mesures LCBFT ont bien été mises en place pour ce client. En gros, c'est vous repasser sur le travail qui a été fait par vos équipes ou par vous-même lors de l'entrée en relation et vous vérifiez que tout va bien. Et évidemment, s'il y a des choses qui ne vont pas, vous corrigez votre dispositif. Comme ça, vous êtes dans un processus d'amélioration permanente. Le deuxième aspect important pour préparer un contrôle, c'est évidemment de faire appel à un auditeur indépendant. Je dis ça parce que typiquement, nous, quand on accompagne un PSAN, on ne peut pas l'auditer parce que ça reviendrait à auditer les procédures qu'on lui a aidé à mettre en place. Évidemment, ce ne serait pas indépendant de notre part. Et cet audit indépendant, en réalité, c'est un contrôle blanc. C'est un contrôle généralement global de tout votre dispositif LCBFT qui débouche sur des recommandations. Et si vous avez un bon contrôleur et si vous mettez en place le plan de remédiation de ce contrôleur, généralement, ça vous permet évidemment de diminuer énormément l'aléa quand le contrôle arrive. Le contrôle, passons maintenant à la phase vraiment de contrôle. Le superviseur peut vous contrôler à n'importe quel moment. Généralement, il vous prévient quelques jours à l'avance, évidemment. Le but, il ne vous prévient pas 6 mois à l'avance. Et le contrôle, généralement, se passe sur place, c'est-à-dire que vous avez vraiment des personnes du régulateur qui viennent dans vos locaux pour vous poser des questions, pour contrôler in situ comment se passe toute la conformité avec le dispositif LCBFT. C'est des contrôles qui peuvent durer de quelques jours, une semaine pour les plus petits acteurs, à plusieurs mois si vous êtes un gros acteur. Et donc, il y a un aspect humain assez important, quoi. Romain, tu veux Peut-être, intervenir? ouais, sur ce point, juste, ça a été aussi, nous, peut-être l'une des, un peu des choses un peu surprenantes qu'on a pu constater avec la première vague de contrôle à laquelle on a assisté en ce début d'année, c'est que compte tenu de la typologie et du type d'acteurs qu'on a en crypto, bon, il y a beaucoup de PSAN qui sont des petites sociétés, qui sont pas forcément à Paris. On s'attendait à ce que les contrôles soient surtout des contrôles sur pièces. Et en fait, on a eu la surprise inverse, c'est-à-dire que je crois quasiment l'intégralité des contrôles qu'on a vus sont des contrôles sur place, c'est-à-dire que pour une durée plus ou moins longue, il y a eu une équipe effectivement de la CPR qui s'est déplacée au siège social de la société. Alors bon, les contrôles se font de façon un peu mixte, c'est-à-dire qu'il y a une dimension sur place, il reste pas forcément des semaines si vous êtes un petit acteur sur place, mais donc ça se fait sur place et aussi sur pièce, mais en tout cas, il faut s'attendre effectivement à voir débarquer dans le siège social de la société, une équipe de la CPR qui va venir effectivement contrôler vos outils, regarder votre système d'information, etc. Et ça, c'est quelque chose qui honnêtement nous a un peu surpris parce qu'effectivement, il y a c'est un secteur où il y a beaucoup de sociétés qui travaillent à distance. Mais voilà, donc il faut être prêt, à accueillir les agents, de la CPR dans vos locaux si vous êtes enregistré. Voilà. Et donc évidemment, je veux dire, enfin c'est une évidence, hein, et je pense que tout le monde, enfin il n'y a pas besoin de le répéter, hein, mais évidemment il faut accueillir le régulateur comme il se doit et il faut être coopératif. En fait, l'idée évidemment c'est que le comportement pendant le contrôle peut avoir un effet évidemment, et le but c'est d'être collaboratif, d'être transparent, sans non plus être naïf. Ce que je veux dire par là, c'est que personne, le régulateur vous contrôle et il a évidemment un prisme de régulateur. Il est là pour chercher ce qui ne va pas. Il regarde aussi ce qui va bien, mais disons que
dans le doute, nous, ce qu'on recommande à nos clients, par exemple, ça c'est quelque chose qui est très connu dans les contrôles, c'est d'avoir une personne pendant le contrôle qui est chargée de noter toutes les questions du régulateur et toutes les réponses du coup de la société contrôlée. Comme ça vous permet d'avoir un peu votre version. C'est comme dans une interview avec un journaliste, il y a certaines personnes qui parfois contrefilment l'interview pour avoir leur propre bande en quelque sorte et leur propre preuve du déroulé. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet justement au moment, pour la suite du contrôle, ça vous permet de savoir exactement quelles ont été les questions et surtout ça permet de savoir non pas ce sur quoi les points qu'on va vous reprocher éventuellement, mais surtout les points où en fait vous avez répondu correctement et ça s'est bien passé. Donc ça, c'est intéressant pour vous. Autre aspect important, c'est il y a un enjeu organisationnel. Un contrôle, ça peut être très déstabilisant pour une société. Le régulateur, évidemment, en tient compte. C'est-à-dire que ça se fait entre gens très courtois, etc. Mais cet aspect déstabilisant, c'est aussi quelque chose qui peut être anticipé. C'est important que le régulateur ait un point de contact, une personne qui suive le contrôle de A à Z côté régulateur, qui ne doit pas forcément être le dirigeant. Ça dépend évidemment de la taille de la structure. Pour centraliser les échanges, que ce soit organisé des deux côtés et que ce soit pas trop déstabilisant pour la société. Voilà, ça, c'est dans le déroulé, on va dire, humain et matériel du contrôle. Après, on va passer aux points de contrôle qui sont ceux que les points de contrôle évidemment du régulateur, ils sont cohérents avec on va dire, avec les points importants du dispositif LCBFT, et également avec le contexte un peu, on va dire, politique en la matière. C'est-à-dire les points de contrôle les plus importants, le régulateur va évidemment être très attentif à la manière dont, donc évidemment, la manière dont sont identifiés les clients et collectées les données d'identification, mais il va surtout regarder, en tout cas en priorité, tout ce qui est contrôle des listes de sanctions. Dans la LCBFT, vous avez un peu deux aspects. Vous avez un aspect où vous identifiez vos clients et vous surveillez leurs opérations. S'il y a des opérations suspectes, vous êtes tenu de les déclarer à Tracfin, qui est l'organe de renseignement financier. Ça, j'ai envie de dire, c'est la procédure un peu classique de la LCBFT, sur lesquelles, évidemment, le régulateur va surtout se concentrer sur la partie déclaration à Tracfin, c'est-à-dire quand quelqu'un vient et qu'il a des transactions louches ou suspectes et qu'on n'a aucun élément de la part du client qui permet de lever le soupçon, vous devez faire ces déclarations. Et là, il y a un processus à mettre en place et le régulateur va contrôler ce processus. La partie sanction, c'est quelque chose qui est différent. C'est qu'en fait, il y a des listes de sanctions. On en a beaucoup entendu parler récemment avec la guerre en Ukraine, puisqu'il y a un grand nombre de Russes qui ont rejoint du coup cette liste de sanctions. Et là, vous avez une interdiction en réalité d'entrer en relation avec ces personnes sous sanction, qui peuvent être évidemment cachées derrière des sociétés ou des montages assez complexes. Et là-dessus, les PSAN ont une obligation de moyens. C'est-à-dire que vous ne devez pas le faire. Si vous le faites, même si... de résultats. Pardon, ouais, excusez-moi, de résultats. Donc, c'est-à-dire, vraiment, le simple fait d'entrer en relation avec ces personnes-là, ça peut constituer un manquement grave dans votre dispositif LCBFT. Et ça, c'est un point sur lequel le régulateur, évidemment, accorde une attention particulière et il va le contrôler de manière très simple. C'est très facile à contrôler. Les sanctions, c'est que vu que vous avez la liste, vous prenez des noms au hasard, vous les rentrez dans le dispositif du PSAN et en fait, si ça passe, on a un problème, quoi. Donc voilà, ça, faut s'attendre à ça. Évidemment, comme je vous l'ai dit, si vous êtes bien préparé, vous avez déjà fait ces tests, vous avez déjà un dispositif qui fonctionne et en quelque sorte, vous ne craignez rien. Voilà, ça, c'est un point important. Peut-être, William, là, tu parles de la préparation. Et là, c'est pas directement en lien avec la LCBFT, mais peut-être il y a une question que les PSAN peuvent se poser, c'est est-ce qu'il est nécessaire d'avoir recours ou non à son avocat pendant la phase de contrôle pour suivre, on va dire, les débats avec la mission d'inspection. Là-dessus, je pense que tu y as répondu partiellement, c'est-à-dire que si vous êtes suffisamment bien préparé en amont, en ayant fait un audit ou un contrôle fictif avec un auditeur indépendant, il n'est effectivement pas nécessaire d'avoir son avocat avec vous pendant l'intégralité du contrôle. Ça, c'est un droit. Hein. Ça, c'est peut-être quelque chose que vous devez savoir. C'est-à-dire que vous avez toujours le droit de vous faire assister de votre conseil pendant un contrôle. Mais donc, si vous êtes bien préparé, que la procédure se déroule, on va dire, comme vous l'aviez anticipé avec votre conseil, c'est effectivement pas nécessaire d'avoir recours à un avocat. Moi, je pense que c'est de toute façon pas nécessaire d'avoir son avocat qui est présent dans la discussion avec les CPR pendant
pendant le contrôle en tant que tel. C'est bien de l'avoir en backup et de pouvoir échanger avec lui pendant le contrôle pour savoir si je sais pas, par exemple, telle demande de la CPR est légitime, etc. Mais bon, voilà, en gros, Ouais. le point, c'est de dire, voilà, si vous êtes bien préparé, a priori, pas besoin d'avoir votre conseil en direct pendant le contrôle, peut-être juste en backup, et peut-être le faire venir s'il y a des points de friction ou des points de difficulté qui surviennent pendant le contrôle, quoi. Et je vais même aller plus loin, c'est que, en fait, même si vous êtes mal préparé, en fait, c'est évidemment, nous, ça nous fait toujours plaisir qu'on nous appelle et qu'on arrive, etc., et qu'on vous assiste dans la procédure, mais en réalité, il n'y a pas de magie. C'est-à-dire que le régulateur, quand il est dans votre salle de réunion, il vous demande des pièces, vous devez les fournir rapidement. Donc, en fait, si vous voulez, il va contrôler un peu l'existant. Et en fait, nous, on va surtout, on a un intérêt, comme dit Romain, en backup parce qu'on est là on est là avant tout pour vous expliquer comment ça va se passer, pour contrôler certaines choses pendant la procédure. Mais notre rôle va surtout arriver après. Je vais y venir. Mais donc, en général, on n'assiste pas au contrôle dans les locaux, etc. Voilà. Étant entendu, une chose importante, c'est que, attends, je termine juste là-dessus, Romain, c'est que le régulateur, et ça je le dis parce qu'on nous a déjà posé la question, il n'est pas là pour contrôler s'il y a eu du blanchiment ou si vous avez effectivement, vous êtes entré en relation avec un proche d'un président de la Fédération de Russie. Le régulateur, il est là pour contrôler si le dispositif est conforme. C'est un truc assez scolaire, mais c'est très important à comprendre, c'est que vous pouvez, entre guillemets, n'avoir rien fait de mal, n'avoir participé à la commission d'aucune infraction et être quand même sanctionné, et même lourdement sanctionné, parce que votre rôle, c'est d'être capable de prévenir une éventuelle infraction ou une éventuelle tentative de blanchiment. Donc ça, c'est un point important. Ce qui du coup revient à ce qu'on vient de dire, c'est qu'en fait, nous, on n'est pas magiciens. Si votre dispositif a des lacunes, le régulateur risque de le voir. S'il ne le voit pas, pas vu, pas pris, tant mieux pour vous, mais il risque de le voir quand même, on ne va pas se mentir. Et nous, notre rôle, ça va être de vous défendre avec ces éléments-là sur la suite de la procédure, sur lequel on peut d'ailleurs basculer, je pense, Romain. Bah ouais, je sais pas si peut-être si tu as des choses, si tu as plus rien à dire sur le contenu du contrôle. Moi, juste un point, c'est il peut y avoir, même si c'est relativement rare, des points de friction avec le régulateur pendant le contrôle, par exemple des demandes de documents qui semblent, on va dire, pas nécessairement légitimes ou un peu en dehors du scope du contrôle. Là-dessus, ce qui est important de savoir, c'est que le pouvoir, de toute façon, des avocats ou le pouvoir des assujettis pendant le contrôle est assez limité. Je m'explique, c'est-à-dire que si pendant le contrôle, on se rend compte que, je sais pas, ce qui peut arriver, vous faites face à une équipe qui effectivement vous fait des demandes qui dépassent un peu le cadre de ce qu'elle est censée contrôler ou s'il y a des difficultés, ça c'est des choses qui pourront être contestées et remises en cause en fonction de la décision qui sera prise à l'issue du contrôle. Admettons qu'une décision d'avertissement ou de blâme ou que sais-je est prise à l'issue d'une demande de communication qui porte sur des documents que la CPR n'avait pas vocation à se voir communiquer. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas empêcher. C'est très compliqué de l'empêcher pendant le contrôle. On pourra le faire après. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir un suivi un peu régulier, comme le disait William, sur quelles sont les demandes du régulateur, quelles sont ses questions, d'avoir voilà, une documentation qui permet bien de cribler les différentes étapes qui ont permis au régulateur de rendre son rapport. Et puis ensuite, voilà, en cas d'issue, on va dire, un peu non souhaitable pour l'assujetti, d'utiliser ces éléments-là pour ensuite éventuellement contester la décision. Peut-être, William, tu pourrais... C'est parfait parce que là, c'est la transition avec la suite du contrôle. Donc, bon, Ouais. vous avez compris, le contrôle a lieu. Il y a des points d'attention qui sont des points d'attention logiques. Liste de sanctions, gel des avoirs, respect de la procédure de gel des avoirs, etc. En gros, les sujets un peu chauds en matière de risque de blanchiment ou d'entrer en relation avec des personnes sous sanction. Voilà. Après, là-dessus, si vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez nous contacter et on pourra en discuter plus en détail, évidemment, pour les PSAN qui ne travaillent pas encore avec nous. Ensuite, on bascule sur la suite du contrôle. Donc, le contrôle sur place a lieu dans vos locaux entre une semaine et 2 mois et demi, quoi. Les contrôleurs repartent et ensuite, ils vont vous transmettre un pré-rapport. Donc, c'est exactement comme son nom l'indique, un pré-rapport de contrôle avec en gros le compte-rendu et l'analyse du régulateur.
Et pourquoi on vous transmet un pré-rapport? C'est pour une raison très simple, c'est que le régulateur, la procédure, c'est pas le régulateur, c'est la procédure vous donne une chance de répondre à ce pré-rapport. Et nous, évidemment, on pense qu'il faut systématiquement répondre. Pour une raison simple, c'est que souvent au stade du pré-rapport, on n'a pas de visibilité très précise sur la suite, c'est-à-dire sur, je vais y venir, mais sur la suite de la procédure, qui peut du coup être défavorable pour le PSAN. Donc c'est à ce stade où là, on a besoin de tous les verbatims des réunions, on a besoin évidemment de l'accès à tous les documents qui ont été transmis au régulateur, etc., pour nous faire, enfin avec vous, avec les PSAN, ou en tout cas les PSAN avec leurs conseils, font une analyse et peuvent permettre de rééquilibrer certains points. C'est important de le faire maintenant parce qu'il faut cranter dès le début les points qui sont en faveur du PSAN. Un exemple très simple, beaucoup de PSAN ont une taille quand même relativement réduite, à la fois par rapport au marché des cryptos, mais également par rapport à d'autres intermédiaires financiers. Alors certes, c'est une activité à risque, mais un PSAN qui a 3, 4, 5, 6, 10, 12 salariés, c'est un critère qui permet sur certains aspects, on va dire, c'est un critère à mettre en avant pour éventuellement alléger des éventuelles sanctions qui pourraient être prises à la suite de la procédure. Donc pré-rapport, réponse au pré-rapport, ce qui nous permet d'aboutir à un rapport. Et dans ce rapport, là, on bascule sur la suite. Suite positive ou en tout cas damage control, c'est votre dispositif soit il est pas mal, il y a 2-3 trucs à corriger, ça s'arrête là, ça peut s'arrêter là. Sinon, il peut y avoir un plan de remédiation qui est proposé par le régulateur, c'est-à-dire que vous avez des manquements dans votre procédure. Ces manquements ne justifient pas une sanction en soi, mais il y a quand même des choses à corriger et le régulateur vous propose un plan de remédiation qui, encore une fois, peut être discuté. Et évidemment, il y aura un contrôle de la mise en œuvre de ce plan de remédiation. Jusque-là, on est dans des solutions qui sont, encore une fois, tout dépend de la situation du PSAN à l'origine, mais qui sont plutôt positives. Ensuite, on peut basculer sur en fait, des propositions de sanctions de la part de l'équipe de contrôle de la CPR. Et cette équipe-là n'a évidemment pas les pouvoirs de vous sanctionner directement. Elle doit transmettre cette décision de sanction à des autorités de poursuite, en fait à un organe, on va dire, indépendant au sein de la CPR, qui lui-même va vous poursuivre devant la commission des sanctions. Je résume très grossièrement, mais l'idée, c'est que cette procédure de contrôle, et c'est tout l'enjeu, elle peut aboutir sur des sanctions prises par la CPR, par l'organe disciplinaire de la CPR, et ces sanctions, elles vont du blâme, si vous voulez, une sorte de carton jaune, quoi, jusqu'à des interdictions d'exercice, des interdictions temporaires d'activité, voire à la radiation du PSAN, quoi. Je précise une chose, après Romain, je te laisserai peut-être embrayer, c'est que globalement, en matière LCBFT, il y a une sévérité qui est croissante pour l'intégralité des personnes assujetties, banque, assurance, PSAN et autres. Et en plus, les PSAN, évidemment, sont considérés comme un secteur à risque. Et du coup, on s'attend quand même à une forme de sévérité, devant la commission des sanctions sur ce point. Tu veux ajouter quelque chose, Romain, peut-être sur ces aspects? Ouais, non, moi, je te rejoins. Vas-y, Clara. Il y avait juste une question de Florimond qui demande: existe-t-il une checklist des documents que l'on peut demander au contrôleur, donc sur le périmètre des contrôles, et peut-on dire non si une demande sur place dépasse la demande initiale? Là-dessus, c'est le point sur lequel j'essaie d'apporter des éléments tout à l'heure. En fait, procéduralement, il est possible de contester en référé une demande de documents qui dépasse le cadre de ce qui devrait être normalement communiqué à la CPR dans le cadre du contrôle. Il n'y a pas de liste en tant que telle. C'est un contrôle de proportionnalité. Est-ce que c'est en rapport avec l'objet du contrôle ou non? La vérité, c'est que il y a très peu de jurisprudence, c'est très compliqué de contester pendant le contrôle une éventuelle demande de documents qui serait abusive ou qui dépasserait le cadre de ce qui devrait être demandé dans le cadre d'un tel contrôle. En revanche, ce qui est possible, c'est que si après une décision de sanction est fondée notamment sur la communication d'un document qui, au regard des éléments du dossier, n'aurait pas dû être demandé par le régulateur, de faire annuler par exemple la sanction en ce qu'elle a été prise sur un document qui n'aurait pas légalement dû être communiqué à la CPR. Donc c'est plutôt a posteriori. Comme je dis, c'est assez compliqué parce que ça va, en fait, bon, on vous a dit, les contrôles, ils peuvent être de durée variable en fonction de la taille de l'assujetti, mais pour un petit acteur, ça peut durer une semaine.
c'est assez compliqué à la fois juridiquement et à la fois pratiquement de contester pendant le contrôle des éventuelles demandes abusives du régulateur. Honnêtement, c'est assez rare, hein. Faut pas non plus. En revanche, c'est quelque chose qui peut être utilisé plutôt a posteriori si jamais il y a une décision négative pour la sanctionner. Et on a deux autres questions avant peut-être de passer à la partie contentieuse parce que le temps file. Une question d'Alexis, on parle d'enregistrement AMF, pourquoi le pouvoir de contrôle incombe à la CPR? Et une autre question de Bruno, à quel moment le contrôle devient public côté régulateur, uniquement au prononcé de la sanction? Tu veux répondre, William? Ok, ton micro est coupé. Ouais, alors sur la première question qui était pourquoi. Alors, l'agrément est effectivement délivré formellement par l'AMF, mais après avis conforme de la CPR, pour une simple et bonne raison, c'est que, alors effectivement, c'est un peu un régime assez particulier, mais c'est parce que l'essentiel des obligations du régime sont des obligations qui ont trait à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et c'est des obligations qui sont contrôlées par la CPR. Et donc, la quasi-intégralité des obligations d'EPSAN ont trait donc à ces obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et donc, c'est la CPR qui, en réalité, a le périmètre pour contrôler 90% des obligations d'EPSAN. Là où l'AMF peut intervenir, c'est sur la question de l'honorabilité des dirigeants. Et c'est elle qui, sur demande en pratique de la CPR, prononcera formellement la radiation. Mais les contrôles sont effectivement effectués par la CPR parce que c'est l'autorité compétente pour sanctionner la LCBFT. Et la deuxième question, Clara, vas-y, William, si tu veux compléter. Non, mais je disais, ouais, c'est pour ça qu'on parle que de la CPR, c'est qu'en fait, c'est la CPR le sujet aujourd'hui. Ça évoluera peut-être à l'avenir, puisque l'AMF va peut-être récupérer la LCBFT avec les agréments PSAN et avec MICA. Ça ne changera rien en pratique. Mais globalement, de toute façon, les contrôles à LCBFT pour l'ensemble du secteur financier, c'est quand même une partie importante des contrôles en soi. Et pour les PSAN, c'est l'essentiel du sujet aujourd'hui. En ce qui concerne les contrôles administratifs, après, on parlera des risques de sanctions et il y a d'autres procédures, mais qui sont plus répressives. Pour les PSAN, oui, enregistré en tout cas, quoi. On n'a pas de recul évidemment sur les contrôles sur les PSAN agréés puisque aucun PSAN n'est agréé. Là, il y a des obligations pour les PSAN agréés qui sont des obligations de robustesse du système d'information. Et là, en revanche, c'est l'AMF qui est compétente pour venir les contrôler. Mais bon, encore une fois, c'est une question, c'est un cas d'école puisqu'il y a aucun PSAN agréé à ce jour. La deuxième question, Clara, tu peux me la rappeler? Oui, c'était sur le caractère public justement de la procédure, à quel point devient public côté régulateur, uniquement au prononcé de la sanction. En interrogation. Alors, la sanction est effectivement publique, mais le fait de dévoiler le nom de l'acteur qui se fait sanctionner, c'est-à-dire est également une sanction en soi. Donc, la procédure, c'est-à-dire que quand une sanction est rendue par l'AMF et la CPR, elle est publique, mais elle peut être anonymisée. Le fait de dévoiler le nom de la personne, c'est une sanction en soi, mais bon, en général, il y a effectivement le nom de l'acteur sanctionné. Donc, en gros, la procédure devient publique à partir du rendu de la sanction. Sinon, on est dans le cadre d'une instruction entre le régulateur et l'assujetti. Voilà, autrement dit, les contrôles, là, tout ce dont on vous a parlé, c'est confidentiel, évidemment. Sauf fuite dans la presse. Sauf si la presse française indépendante crypto fait son travail, quoi. Mais bon. Voilà. Et peut-être pour embrayer, alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Clara, mais peut-être pour embrayer sur c'est bon, il n'y a pas de questions, tu peux. Sur la partie de William, il y a effectivement peut-être une atmosphère, on va dire, en ce moment qui rend le régulateur et la CPR particulièrement exigeants, notamment au regard des nombreux acteurs qui ont bénéficié du régime, du bientôt feu régime d'enregistrement classique d'EPSAN, parce que c'est un régime effectivement avec des obligations relativement abordables, on va dire, par rapport à celles qui vont entrer en vigueur avec l'enregistrement renforcé et l'agrément MICA. Donc là aussi, c'est un élément de contexte à avoir en tête, c'est-à-dire que ceux qui ont bénéficié de l'enregistrement, on va dire, simple jusqu'à maintenant, ils vont aussi d'une certaine manière, dans le cadre des contrôles,
payer, si je puis dire, le fait qu'ils bénéficient d'un régime favorable par rapport aux autres. Ça rend, en tout cas, de ce qu'on constate, le régulateur particulièrement exigeant dans la façon dont le régime est appliqué. Je reviens peut-être en 2 mots sur un petit aspect procédural sur comment ça se passe, l'issue du contrôle. En réalité, donc le contrôle, il est diligenté par une équipe de l'ACPR. Il y a une direction qui est la direction en charge des contrôles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui vont être mandatées par le régulateur pour faire le contrôle chez vous, ce ne sont pas elles qui prononceront la sanction ou qui même feront une proposition de sanction ou une proposition de poursuite. En fait, ces personnes-là, elles vont se contenter de rendre un rapport qui, formellement, en tout cas dans les rapports dont on a pu avoir communication jusqu'à maintenant, va être relativement neutre. C'est-à-dire, il ne va pas se prononcer sur la nécessité de poursuivre ou non. Il va simplement pointer des manquements. Donc, les manquements en général, quand on connaît la réglementation, on sait si les manquements qui sont pointés sont plus ou moins graves, mais la formulation est relativement neutre. Ce rapport, en réalité, donc il est communiqué à la fois à l'assujetti, il est communiqué au collège de supervision de la CPR. Et c'est ce collège de supervision qui va décider soit directement de prendre une mesure de poursuite, soit prendre une mesure qui va être une mesure relativement soft, donc soit pas de suite particulière au contrôle, parce que même s'il y a des petits manquements, en réalité, il n'y a rien de véritablement tangible et le contrôle n'a débouché sur la constatation d'aucun manquement, soit sur le collège de supervision va pouvoir, par exemple, de lui-même, vous rendre ce qu'on appelle une lettre de suite, une lettre de remédiation. C'est-à-dire qu'il va vous annoncer qu'il n'y a pas de suite particulière ou de sanctions qui sont prises à l'issue du contrôle, mais il va vous prescrire un certain nombre de mesures de remédiation pour que vous puissiez mettre votre dispositif en conformité avec la réglementation. Ça, c'est les 2 options, on va dire, les plus soft, qui vont être directement pris par ce collège de supervision à la lecture du rapport qui sera rendu par les contrôleurs. Les autres options, qui sont des options qui sont quand même nettement plus embêtantes pour l'assujetti, elles vont pas être prises directement par le collège. Donc le collège de supervision, quand il va lire le rapport, s'il voit qu'il y a des manquements graves, là, il va décider de l'ouverture d'une procédure disciplinaire, mais donc lui il décide de l'ouverture d'une procédure disciplinaire et il se dessaisit du dossier. Il saisit une autre commission qui s'appelle la commission des sanctions, qui va instruire le dossier, puis prendre une éventuelle décision de sanction qui va être donc une sanction éventuellement pécuniaire à l'encontre de la société et de ses dirigeants, une éventuelle sanction d'interdiction d'exercice à l'encontre de ses dirigeants, et voilà, toute une gradation, ça peut être aussi un simple avertissement ou un blâme, mais toute une gradation de sanctions qui peuvent aller jusqu'à la radiation du PSAN. On va en discuter peut-être, parce que la radiation d'un PSAN, c'est une mesure qui, pour l'instant, sur laquelle on a assez peu de recul, puisqu'on a eu qu'un seul cas, qui est le cas de la société ByCap que vous avez vraisemblablement vu passer dans l'actualité. Alors là, on est sur une décision qui est un peu particulière, c'est-à-dire que pour le cas de ByCap, il n'y a même pas eu de saisine de la commission des sanctions. C'est-à-dire que les manquements constatés par la CPR dans le cadre du contrôle ont été considérés comme tellement graves qu'ils ont directement, à l'issue quand même d'une procédure contradictoire, donc proposé à l'AMF de radier l'acteur. Donc voilà, si vous avez une sanction, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes susceptible de faire l'objet d'une sanction pécuniaire ou d'un blâme ou d'un avertissement, vous aurez la capacité de vous défendre et de faire l'objet d'une procédure contradictoire devant la commission des sanctions de la CPR. Mais s'il y a des manquements qui sont extrêmement graves, qui remettent de facto en jeu le fait que vous bénéficiez de l'enregistrement PSAN, il faut savoir qu'il y a aussi l'option pour la CPR de demander à l'AMF de vous radier. Et dans ce cas-là, vous recevez une prédécision de l'AMF qui va vous dire, voilà, j'ai été saisi par la CPR qui propose de prendre à votre rencontre une décision de radiation pour telle et telle raison. Et là, il y a une procédure contradictoire, mais qui s'organise en quelques semaines. Pour ByCap, ça s'est fait en 4 semaines. Donc, contrôle, saisine de l'AMF, demande de radiation, observation contradictoire et radiation éventuelle. Donc, c'est un peu les deux gros types de sanctions qui peuvent être prises par le régulateur.
Ce qui est intéressant aujourd'hui, et c'est peut-être c'est le point que soulevait William dans l'introduction, c'est qu'au-delà de ces aspects purement contrôle du régulateur, aujourd'hui, on constate qu'il y a un glissement, ou en tout cas un basculement dans l'enjeu de ces contrôles vers un objet qui n'est pas uniquement celui du contrôle des procédures LCBFT in abstracto, c'est-à-dire ce que expliquait William tout à l'heure, est-ce que vos procédures sont conformes et permettent de détecter d'éventuels mécanismes de blanchiment. Aujourd'hui, les contrôles sont aussi l'occasion pour le régulateur de prévenir et d'alerter d'autres autorités publiques sur d'éventuels manquements qui sont commis par l'assujetti. Je m'explique. On a entendu récemment dans la presse, il y a certains PSAN, un PSAN en particulier, qui a pu faire l'objet d'une d'enquête et d'inspection dans ces locaux, non seulement de la part du régulateur, mais également de la part des autorités judiciaires. Et alors ça s'explique par je dirais, deux facteurs essentiels. D'abord, le fait, comme l'expliquait William tout à l'heure, qu'il y a effectivement aujourd'hui une sensibilité particulière sur le contrôle des mécanismes qui permettent de détecter les personnes qui font l'objet de mesures de gel des avoirs. Depuis le début de la guerre en Ukraine, donc il y a eu, là on va adopter le 11e train de sanctions économiques qui visent donc effectivement pour la plupart des ressortissants russes. On a des directives claires et assumées de Bercy qui sont envoyées aux régulateurs et aux services de police pour aller contrôler effectivement le fait que toutes les entreprises françaises qui sont assujetties à ces obligations de contrôle, de mesures de gel des avoirs, les appliquent effectivement. Et donc, on sait que le secteur des actifs numériques est potentiellement un secteur assez sensible sur le sujet. Et donc, ce qui se passe, c'est souvent, on peut avoir un contrôle du régulateur comme la CPR, qui va ensuite se poursuivre quelques semaines plus tard par un nouveau contrôle, une nouvelle inspection sur place par les services des douanes. Je m'explique là-dessus. Vous avez un contrôle de la CPR qui va, sans nécessairement aboutir sur une décision de sanction, constater qu'il y a d'éventuels manquements ou d'éventuels trous dans la raquette qui ne sont pas forcément importants, c'est-à-dire qu'ils peuvent ne pas forcément justifier une sanction de la part du régulateur, mais en tout cas, on a constaté qu'il y avait de potentiels trous dans la raquette. Et au regard de votre activité, ces trous dans la raquette laissent penser à la CPR qu'il pourrait y avoir des mesures de gel des avoirs qui n'ont pas été correctement appliquées dans cette situation. Ce qu'on constate, c'est qu'ensuite, vous avez les services de douane qui vont venir contrôler si effectivement votre dispositif de contrôle de gel des avoirs a pu permettre ou non à des personnes sous sanction d'utiliser votre service. Et en fait, on a un article, effectivement, dans le Code des douanes, qui est l'article 459, qui permet justement aux autorités de police et aux autorités douanières de venir effectuer des contrôles dans vos locaux pour vérifier que, voilà, par l'intermédiaire de votre service, on n'a pas une personne qui fait l'objet de sanctions qui a pu bénéficier de l'envoi de fonds en crypto. Et donc ça, c'est quand même un aspect très important parce que c'est vraiment un point aujourd'hui, on le voit à la fois on le voit dans l'actualité et on voit que c'est un point sur lequel insiste vraiment la CPR dans ces contrôles. Il faut être vraiment réglo là-dessus parce que si effectivement voilà il y a des failles dans votre contrôle, après ça peut avoir des conséquences et donner lieu à un autre contrôle qui est un peu plus sérieux parce que les services de la douane viennent et ont des pouvoirs d'investigation assez importants. Je laisse la compléter, William. Non, mais c'était juste pour résumer, parce que en gros, c'est quoi? C'est que moi, si je comprends bien, le dispositif de sanction, ça empêche en fait tout type d'entreprises françaises, dont les PSAN, mais pas que, en fait, d'avoir des relations économiques avec ces personnes sous sanction. Exemple, des entités liées au groupe Wagner ou ce genre de trucs. Et en fait, c'est beaucoup plus large, quoi. Donc, c'est-à-dire que pour un PSAN, il faut faire attention à sa clientèle, évidemment, mais ça, vous êtes censé le faire si vous avez un bon dispositif LCBFT et que vous avez un bon dispositif de gel des avoirs contrôlé par la CPR lors de votre enregistrement et de votre agrément.
mais ça concerne également en fait toutes les relations économiques que vous pouvez avoir par ailleurs. C'est correct, c'est-à-dire que ça peut être des sous-traitants, ça peut être des investisseurs, etc. Et ça, c'est un point important. Et du coup, Oui. ça peut déboucher sur des enquêtes pénales, quoi, du coup. Exactement. Effectivement, là, dans le cadre de votre enregistrement PSAN, on vous demande effectivement de vérifier, de faire des vérifications auprès de vos clients. Mais ça, je pense qu'il faut que vous ayez bien en tête que les mesures de gel des avoirs, elles s'appliquent à votre clientèle, mais à n'importe quel acteur avec lequel vous êtes et n'importe quel prestataire avec lequel vous pouvez être en relation. Donc voilà, il faut être vigilant là-dessus. Et alors, moi, Romain, je te coupe, je précise juste un truc. Pour les PSAN, il y a un point important, c'est que souvent, on est focalisé sur le client final, parce que c'est là où on peut commettre des manquements. Mais donc, il faut faire très attention à vos sous-traitants, et notamment les autres sous-traitants, les plateformes de liquidité, les prestataires techniques de conservation, tous ces acteurs-là qui, en fait, vous permettent de fournir votre service. Ce que Romain est en train d'expliquer, c'est que si l'un de ces acteurs est lui-même en lien, ou si l'un de ces acteurs est une personne sous sanction, enfin, serait plutôt est en lien avec une personne sous sanction, il y a un risque qui pèse sur vous. Et oui, en fait, c'est tout ce qui est arrivé, toutes les sanctions qui sont arrivées à des boîtes françaises, les Alstom, les BNP et tout, c'est ça. C'est qu'en fait, elles étaient en relation directe ou indirecte avec des gens sous sanction. Et à la fin, elles se sont pris des enquêtes américaines, en l'occurrence. Là, on parle de la France, mais l'idée est la même, quoi. Sachant que c'est un risque qui est quand même très concret dans l'industrie crypto, pour moi, pour deux raisons. D'abord, parce que effectivement, les cryptos peuvent être potentiellement utilisés comme un moyen d'envoyer des fonds à des personnes qui peuvent être sous sanction, et aussi parce que l'industrie crypto, je pense par exemple à l'industrie du minage, donc que ce soit l'hébergement de machines de minage ou la fabrication de machines de minage, est quand même une industrie qui est particulièrement sensible au regard aujourd'hui des personnes qui sont visées et des territoires qui sont visés par les sanctions économiques. Donc voilà, c'est un risque qui est pas du tout théorique, et le fait que les douanes aujourd'hui font de plus en plus de contrôles sur les PSAN à la suite de contrôles de la CPR, ou d'ailleurs même indépendamment de contrôle de la CPR, c'est pas le fruit du hasard, c'est parce qu'on a considéré que ce secteur était particulièrement sensible au regard de ce risque-là. Et donc là, il y a des sanctions qui sont des sanctions pénales. Si jamais votre activité économique a conduit à permettre le contournement de sanctions économiques, là on a un risque pénal avec des amendes qui sont élevées et une peine de prison qui peut aller jusqu'à 5 ans. Donc voilà. Nous, voilà, ça, l'actualité est un peu bouleversée par ça, parce que je pense que c'est aujourd'hui le risque le plus concret pour les assujettis. Donc, il y a ce risque-là qui est en lien avec le dispositif LCBFT, et puis il y a un risque pénal qui, on va dire, est plus large. On a eu un exemple, enfin, on en a parlé un peu dans l'actualité récemment, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut se passer à l'issue d'un contrôle. Il peut y avoir aussi la CPR de façon comme l'autorisent les textes, qui peut saisir le procureur de la République. Par exemple, elle vient chez vous dans le cadre d'un contrôle, elle constate que vous avez onboardé des clients français avant d'avoir obtenu l'enregistrement PSAN. Elle peut faire un article 40 en disant au procureur, on constate, on a des raisons de supposer que cette société a exercé une activité de PSAN avant d'en obtenir l'agrément, et donc elle a exercé illégalement l'activité de PSAN, et donc on vous demande de poursuivre pour cette raison. Ça, c'est le manquement, on va dire, un peu essentiel qu'on peut imaginer sur un PSAN. Le deuxième manquement, c'est de dire, par les défaillances du dispositif LCBFT, cette société a facilité ou permis, s'est rendue complice d'une opération de blanchiment, et donc elle va saisir aussi le procureur sur ce fondement, qui lui ensuite aura l'opportunité de décider de poursuivre ou non. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand en général l'AMF décide de faire un article 40, c'est quelque chose qui est plutôt pris au sérieux par le procureur. Donc derrière, vous prenez une enquête préliminaire qui en général, et je dis pas qu'elle aboutit sur une sanction pénale, mais en tout cas va durer un petit moment, et voilà, il y a un minimum de consistance quand la CPR décide de saisir le procureur. Et peut-être juste là-dessus, du coup, si on reprend, exercice illégal de la profession de PSAN, notamment pour un acteur étranger, souvent ça va passer par des mesures, il faut qu'il y ait des mesures positives quand même, hein. Faut pas que ce soit passif. Un acteur comme, je sais pas, Coinbase, qui a jamais fait de publicité en France, je prends cet exemple, j'en sais rien évidemment, mais je prends un exemple un peu qui parle à tout le monde, ne pourra pas être considéré comme ayant exercé l'activité de PSAN en France en l'absence de publicité. Donc s'il y a de la publicité, on va être sur des infractions notamment qui vont relever du champ de la DGCRF. Donc vous pouvez avoir un article 40
une enquête pénale, le contrôleur va être la DGCCRF. Romain a parlé avant des sanctions, donc du contrôle des mesures de sanctions. C'est pareil, enquête pénale, mais l'organe de contrôle, les gens qui sont susceptibles de rentrer dans votre bureau tôt le matin pour vous poser des questions, ça va être la douane. Et par contre, si vous êtes soupçonné de blanchiment aggravé, c'est-à-dire qu'on estime, le contrôleur va estimer qu'il y a des manquements tels qu'en fait vous êtes quelque part rendu complice d'opérations de blanchiment ou acteur d'opérations de blanchiment par négligence grave ou, ou même en toute connaissance de cause, ce qui du coup permet de déclencher une action pénale. Là, je ne sais pas ce que tu en penses, Romain, mais ça va être probablement des services de police, enfin, ça va être des trucs genre peut-être services de police économique. Enfin, ça va être le GIR, c'était où en fait, c'est les services de police en charge des affaires de criminalité financière un peu techniques qui vont. C'est la financière à Nanterre, en gros, qui diligente ce genre d'enquête. Et ça sort effectivement du périmètre des douanes. Effectivement, je rebondis là-dessus, c'est un aspect que j'avais pas abordé. C'est-à-dire que là, on a vu les obligations LCBFT, les obligations qui peuvent se traduire en obligations pénales pour certains acteurs, etc. Il y a aussi le respect de toutes les contraintes qui existent en matière de communication, de démarchage, applicables à la fois donc aux personnes qui ne sont pas enregistrées, donc qui n'ont de toute façon pas le droit de faire de publicité en France, et qui s'applique aussi aux acteurs enregistrés, puisque comme vous le savez, le simple fait d'être enregistré en qualité de PSAN ne vous permet pas d'utiliser tous les moyens de communication que vous souhaitez utiliser. Il est interdit de faire du démarchage, du quasi-démarchage, du parrainage. Donc là-dessus, voilà, il peut y avoir aussi, effectivement, en général, c'est la DGCCRF qui vient se charger de vérifier ces choses-là. Et en général, il n'y a pas de poursuite pénale en tant que telle. Il peut y avoir une amende si on constate des manquements. Et peut-être pour terminer, avant de laisser la parole éventuellement aux questions ou même de se quitter là s'il n'y a pas de questions, évidemment, là, on vous a parlé depuis un quart d'heure de tous les aspects sanctions, contrôle, procédure pénale, etc. Tous ces aspects-là peuvent et doivent être anticipés. En fait, nous, c'est un peu comme ça qu'on a voulu construire le webinaire. C'est qu'au début, on était très sur des aspects réglementaires, PSAN, AMF, ACPR. Mais en fait, on s'est dit que c'était intéressant de vous montrer qu'il y avait un continuum et qu'en réalité, le risque de sanction, il est multiple. Et qu'à l'inverse, les PSAN, en tant qu'acteurs régulés, il y a quand même une culture de la conformité et de l'anticipation qui doit vous permettre de vous préparer sur les aspects qui ne sont pas purement AMF, ACPR, mais qui également peuvent toucher le contrôle des sanctions avec, je ne sais pas, vos prestataires ou vos sous-traitants, qui doivent normalement vous alerter sur les aspects communication, infractions sur les pratiques commerciales, etc., tous les risques liés à la DGCCRF. Et évidemment, je ne parle pas des risques pénals, parce que ça, normalement, vous êtes censé, enfin, on est quand même censé ne pas franchir la ligne rouge trop facilement, quoi. Mais voilà, c'est des aspects qui se préparent évidemment, et il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. Et c'est intéressant, évidemment. Enfin, je dis ça, vous allez me dire, je vends Orwell, mais d'avoir des binômes d'avocats qui ont des connaissances sur les aspects réglementaires et sur les aspects aussi pénaux, procédures pénales, risques pénaux. Parce qu'en fait, on voit bien que tout ça est assez lié, et tout l'enjeu, c'est de ne pas basculer l'un à l'autre, ou en tout cas, si on bascule de l'un à l'autre, de pouvoir, si possible, avoir les mêmes conseils qui vous suivent, quoi. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, Clara, ou pas? Sinon, je peux juste vous donner un petit mot de conclusion concernant. Ok, pas de questions, super. Un petit mot de conclusion concernant Mika. Mika ne va pas changer grand-chose sur ce qu'on va dire, à l'exception que, évidemment, dans Mika, on sera dans un régime d'agrément, c'est-à-dire que le pouvoir de contrôle des régulateurs financiers, aujourd'hui, on vous a parlé principalement de LCBFT, demain, ce sera les aspects LCBFT, les aspects, on va dire, tout ce qui est financier, gestion des conflits d'intérêts, protection de l'épargnant, et il y aura également des aspects, on va dire, plus prudentiels. Donc, il y aura plus de pouvoir de contrôle des intermédiaires financiers. Donc, normalement, ça devrait être l'AMF. Il y aura probablement un rôle de la CPR quelque part. On retrouve du coup les mêmes, on va dire les mêmes acteurs. Il y aura juste les règles du jeu qui vont un peu changer. Et évidemment, avec Mika, donc le marché sera beaucoup plus gros. Les sanctions seront également aggravées, hein, puisque Mika prévoit un rehaussement, on va dire général des sanctions. Par exemple, les sanctions vont être portées à plusieurs millions d'euros. Alors, c'est des plafonds, évidemment. Ça va être plusieurs millions d'euros. En cas d'infraction, ce sera un multiple des gains qui ont été indûment perçus ou des économies indûment réalisées en raison de l'infraction. Enfin, on va basculer dans une logique financière classique.
globalement plus de pouvoir pour le régulateur, à la fois en termes de périmètre et de pouvoir de sanction. Mais les procédures et les enjeux resteront les mêmes pour les acteurs. Voilà. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser ou à nous contacter si vous souhaitez en discuter en bilatéral. Et voilà, en tout cas, on a été ravis d'organiser ce webinaire et on espère que ça a été intéressant pour vous. Et on vous dit probablement à très bientôt, puisque c'est un format qu'on va réitérer chez Orwell très prochainement. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.